Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à distance et en présentiel pour cette nouvelle conférence du réseau Alter Égal. Un rendez-vous que nous avons organisé, préparé, en partenariat avec la direction des ressources humaines du groupe Caisse des dépôts, sous l'impulsion commune de Virginie Chaperon-Dujeu, qui est la présidente du réseau Alter Égal et la directrice des risques du groupe Caisse des dépôts, et d'Aurélie Robineau-Israël, directrice des ressources humaines du groupe. Nous avons tous eu à cœur, le réseau Alter Égal et la direction des ressources humaines, de porter une attention particulière à cette grande cause nationale qu'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Un sujet à la fois grave, et vous vous en doutez, qui ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise, bien au contraire. Merci à chacune et à chacun d'entre vous qui représentez la diversité de notre groupe, collègues de BPI France, CDC Habitat qui est aussi dans la salle avec cette proximité de lieu, la Compagnie des Alpes, ICAD, Informatique CDC, le groupe La Poste, SFIL, Transdev, vous tous qui souhaitez en savoir davantage sur le sujet, à la fois pour en comprendre l'étendue, mais également pour vous sentir en mesure d'agir, notamment dans votre entourage professionnel. Les violences faites aux femmes. C'est un enjeu de société qui aujourd'hui est porté par des femmes dont l'engagement est remarquable. Il y a 2 ans, nous avons eu la chance d'entendre le témoignage d'une obstétricienne et fondatrice de la Maison des femmes, Rada Hatem, que vous connaissez, lors d'une conférence organisée en partenariat avec la SFIL. Et aujourd'hui, c'est au tour de Sarah Baruch de nous faire l'honneur d'être avec nous. Merci beaucoup. Sarah, vous êtes écrivaine. Votre parcours professionnel est marqué par l'expérience des violences conjugales, un moteur d'engagement pour vous aujourd'hui. Après un livre remarqué et un documentaire diffusé sur Canal+, vous avez cofondé une association dédiée à la prévention et à la sensibilisation de ce sujet. D'où votre présence ici aujourd'hui avec nous. Avant de laisser place à votre témoignage, je donne la parole à Julia Labarthe, chef de service égalité, diversité, handicap à la direction des ressources humaines du groupe, qui porte cet événement avec nous. Merci Aurore et bonjour Sarah, bienvenue. Bonjour, merci. Je vais être très rapide, mais en quelques mots, je voulais vous donner des éléments d'information sur le sujet des violences conjugales et violences intrafamiliales, puisque au sein de l'établissement public, nous avons un accord égalité professionnelle. Alors il existe depuis 2007, mais il est renouvelé régulièrement. Et en 2022, nous avions décidé, notamment après le Covid et la hausse du télétravail, et du coup, dans un contexte de recrudescence des violences intrafamiliales, des violences conjugales que l'on constatait aussi chez nous, de valoriser davantage les actions qui sont mises en place au sein de la Caisse des dépôts, notamment par le service social, et on y reviendra à la fin. Et donc l'idée, c'était vraiment de communiquer sur le fait que l'employeur peut accompagner les personnes, notamment à l'occasion du 25 novembre, on a régulièrement publié des articles remettant les dispositifs d'accompagnement, et aussi de faciliter l'aménagement horaire pour que des personnes puissent faire des démarches pendant le temps de travail. Voilà. Donc je voulais juste rappeler ceci et puis on en reparlera à la fin s'il y a des questions. Merci beaucoup, Julia. Tout à fait. Après le témoignage de Sarah, Valérie Zacara, en charge du service des assistantes sociales, partagera avec nous quelques messages, justement en lien avec les dispositifs d'accompagnement. Et puis viendra le temps des questions-réponses, à la fois pour Sarah et pour Valérie. Voilà. Eh bien, Sarah, Merci je vous laisse la beaucoup. place. Merci à vous deux. Et bonjour à toutes et à tous qui êtes ici dans la salle ou derrière votre écran. Dans la nuit du 5 au 6 juin 2020, ça a été la nuit de trop, où j'ai fini par prendre mon bébé de 16 mois d'un côté et mon ordinateur de l'autre pour partir me réfugier chez mes parents, parce que ça faisait 10 ans que
je subissais des violences dont je n'avais pas forcément conscience au départ. Et petit à petit, je me suis retrouvée assez seule, sans réellement savoir, sans réellement pouvoir mettre des mots sur mon passé et mon présent. Lorsque je suis arrivée chez mes parents qui m'ont recueillie pendant quelques mois, ce qui m'a frappée au départ, ça a été le sentiment de honte que je ressentais. Parce que j'avais l'impression d'avoir eu toutes les cartes en main dans la vie pour ne pas me retrouver dans cette situation. Dans mon esprit, les victimes de violences conjugales, ça ne pouvait pas être moi. C'était forcément des personnes qui venaient de milieux pauvres, en tout cas défavorisés, ou des personnes qui n'avaient pas forcément la même culture que moi. Et c'est absolument pas un jugement, puisque je suis moi-même issue de l'immigration. Je viens d'une famille très pauvre, avec des parents qui ne sont pas nés en France, qu'à mon père. Et j'avais grandi dans cette idée que quand on grandit en vivant à 6 dans 25 mètres carrés, la tension a tendance à monter assez vite à cause du manque d'espace. Que quand on ne maîtrise pas la langue d'un pays, on a tendance à éviter aussi d'aller au commissariat ou de s'en remettre aux autorités, tout simplement parce que ça fait peur. Donc moi, c'est ce qu'avait vécu ma famille. Donc dans ma tête, c'était normal. Sauf que moi, j'étais née en France, j'étais française, j'ai toujours bien travaillé à l'école, j'ai fait quasiment 10 ans d'études, j'ai fait une grande école de commerce, j'ai toujours travaillé. J'ai un père qui est finalement devenu médecin, une mère institutrice. Donc, je ne comprenais pas, en fait, dans ma grille de lecture, comment moi, qui avais tout eu pour ne pas me retrouver dans cette situation, j'en étais à être convoquée par des assistantes sociales, par le commissariat, à vivre de nouveau dans ma chambre d'adolescente avec mon bébé. Et donc, j'ai commencé à me demander, mais est-ce que je suis folle ou est-ce qu'il y en a d'autres, des comme moi? Et peu à peu, j'ai cherché sur Internet. Je ne connaissais même pas ce que c'est que le terme de féminicide. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Bon, apparemment, oui, tant mieux. Mais je ne le connaissais même pas. Donc, j'ai cherché sur Internet des articles pour savoir finalement qui étaient les femmes qui finissaient par mourir de ce que j'avais vécu. Est-ce qu'il y en avait des comme moi? Et à chaque fois que je tombais sur des articles, ça expliquait très bien la manière dont elles avaient été tuées. Est-ce que c'était une arme à feu? Est-ce que c'était un couteau de cuisine? Un câble? Ça expliquait aussi très bien le début des circonstances atténuantes de l'assassin. En général, c'était il avait bu ou il ne supportait pas la rupture. Il était jaloux. Comme si ça peut être déjà une explication pour avoir commis un meurtre. Mais ça, très égoïstement, ça ne m'arrangeait pas parce que savoir si quelqu'un est mort ou pas de 39 coups de couteau, ça ne m'aide pas à comprendre si je lui ressemble ou pas. Et donc, j'ai cherché davantage sur les réseaux sociaux parce que là, ce qui était bien, c'est que j'avais le droit d'y aller. Et à chaque fois que j'allais sur les sites ou les comptes des associations, on parlait d'un décompte de féminicides. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, à chaque 1er janvier, on repart à zéro en fait sur le décompte des féminicides. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau féminicide, on l'ajoute à cette somme. Et on essaye de voir d'année en année si ce nombre augmente ou s'il baisse. En l'occurrence, effectivement, lors du Covid, il avait beaucoup augmenté. Sauf que moi, ça m'a glacé le sang. Pas parce que c'était déjà trop, mais parce que je me disais que si ça s'était mal terminé pour moi, ça aurait été une double peine pour ma famille que non seulement je ne sois plus là, mais qu'en plus je sois devenue un numéro pour la société que le suivant chasse. Parce qu'en fait, on ne se souvient pas des noms des personnes. On ne sait pas qui elles sont. On sait qu'elles sont le 52e féminicide de l'année 2019 ou 2020, je ne sais plus. Et ça, très vite,
je me suis dit, mais pour les familles, ça doit être insupportable. J'étais déjà écrivaine à ce moment-là. J'avais publié des romans chez Albert Michel, chez Kahneman Levy. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'écrivaine pour compléter ce décompte qui est nécessaire, parce qu'on a besoin de statistiques, on a besoin de faits tangibles pour mesurer un phénomène. En revanche, là, on parle de morte, et pas de n'importe quelle mort. Donc, moi, je me suis fixé l'obligation d'apporter une forme d'humanité à travers l'écriture, parce que, à mes yeux, en tout cas, un livre, c'est sacré, et ça reste. Je me suis dit, bah voilà, qu'à cela ne tienne, repartons des statistiques. Officiellement, une femme meurt tous les 2 jours et demi en France. Ça veut dire, en moyenne, 125 par an. Eh bien, moi, je vais essayer de retrouver 125 familles qui ont été impactées par un féminicide et je vais les interroger pour qu'elles me racontent qui était leur fille, leur maman ou leur sœur et pas comment elle était morte. Je ne m'étais pas du tout rendu compte du travail que je m'étais donné. Parce qu'en fait, ça n'existe pas un fichier Internet avec tous les numéros de téléphone des mamans qui ont perdu leur fille. J'ai mis quasiment 6 mois à retrouver les 30 premières. Et j'ai fait bêtement la soustraction 125 moins 30 et je me suis dit, mais je suis foutue là, je vais jamais y arriver. Donc c'est une enquête qui m'a pris presque 3 ans. Au bout de ces 6 mois, je me suis dit, bon, je vais demander de l'aide, je vais chercher un détective privé. Donc j'ai cherché sur Internet, j'ai appelé un détective qui m'a dit, pas de problème, je vais vous aider, ce sera 1 000 € la femme. Je dis, bon, bah, ça tombe mal, je les ai pas. J'en ai appelé un deuxième qui m'a dit, oui, je vais vous aider. Si vous me donnez le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et le lieu de mort, je devrais pouvoir vous aider. Je dis, bah, justement, je vous contacte pour ça, en fait. Ah bah vous y arriverez pas. Bon, ok. Donc j'ai laissé tomber les détectives et je me suis fait un énorme fichier Excel, comme quoi mon école de commerce ne m'aura pas servi à rien, avec plein de colonnes, plein de lignes où je traquais dans les articles les prénoms des amis, les prénoms des procureurs, des avocats, etc., dans les interviews. Et puis je notais tout. Et j'essayais de recouper en regardant sur Internet quand les articles qui attestaient du fait divers étaient postés sur les comptes des associations. Il y avait toujours des commentaires en dessous, il y en avait entre 200 et 300 selon les cas. Et j'essayais de regarder c'est incroyable, on était ensemble au collège, comment elle a pu en arriver là, etc., etc. Et de proche en proche, je remontais comme ça aux familles. Je cherchais aussi les faire-part de décès sur Internet. Et puis, je cherchais les organisés par telle pompe funèbre, en telle église pour la cérémonie, dans tel cimetière. Et puis là, j'appelais les pompes funèbres, j'appelais l'église, j'appelais les prêtres, j'appelais les imams, j'appelais tout le monde pour essayer d'être mise en relation avec la famille, leur raconter à chaque fois mon histoire et pourquoi je voulais faire ce livre. Bref, ça a été un travail très, très, très fastidieux parce que entre le moment où on lit dans un article de journal Magali, entre parenthèses, prénom changé pour les besoins de l'enquête, a été tuée, et celui où on parle à sa maman, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et je l'ai fait 125 fois. Sauf que je me suis retrouvée, j'ai tout enregistré en audio, avec des heures et des heures d'enregistrement. Et là, je me suis dit, mais si j'écris moi les 125 portraits, je ne vais pas pouvoir tenir ma promesse aux familles, qui est que on va lire l'histoire de leur fille ou de leur maman. Que quelque part, déjà plusieurs mois avant la sortie du livre, il y avait des familles qui avaient déjà posé une étagère dans le salon pour pouvoir y mettre le livre, comme si c'était une stèle. Donc, ce livre, en fait, il m'a dépassée très vite dans ce qu'il a représenté pour les familles. Et ça m'a mis une pression assez folle parce que, voilà, moi, oui, j'écris des livres. Alors, ma maman est persuadée que je suis la plus grande écrivaine de la Terre, mais j'ai eu quelques doutes quand même. C'est-à-dire que j'ai mon style, que j'ai mes émotions, ma manière d'écrire. Je me suis dit, je vais pouvoir me réinventer sur 6, 7, peut-être 10 portraits, mais 125, je ne vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir y mettre quelque chose de nouveau et de personnel qui soit différent. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire appel à 125 personnalités françaises
des femmes écrivaines, entrepreneurs, réalisatrices, chanteuses, éditrices. Bref, j'ai confié chaque enregistrement à une personnalité que j'ai nommée ambassadrice d'une morte. Et c'est finalement devenu le premier livre écrit à 1000 mains, parce qu'entre les mortes, leurs familles, les écrivaines et mon histoire que je raconte, il y a 500 personnes, voire plus derrière ce livre, et donc c'est un livre écrit à 1000 mains. Il a remporté un très très beau succès à la fois de librairie et médiatique, ce qui a intéressé une réalisatrice et a donné lieu à un documentaire qui s'appelle Vivante, sur mon histoire, mais également les travaux que je mène dans mon association, qui s'appelle 125 et après. Et j'ai le plaisir, grâce aux équipes chez vous, de vous y donner accès à partir de la fin de cette conférence, si vous y êtes intéressé et que vous n'êtes pas abonné à Canal+, où il est toujours en accès. Quoi qu'il en soit, au-delà du petit succès, ce livre m'a appris beaucoup de choses, notamment à questionner mes représentations à la fois des victimes et des personnes maltraitantes, mais aussi des statistiques. Parce que, je vous le donne en mille, 125 féminicides par an, c'est faux. C'est très en deçà de la réalité. Ce chiffre ne tient pas compte de ce qu'on appelle les suicides forcés. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais en gros, c'est quand une victime est tellement persuadée qu'elle va finir par mourir de ce qu'elle vit chez elle et que la société ne pourra rien pour elle, qu'elle préfère mettre fin à ses jours plutôt que d'attendre qu'on le lui impose. Parfois même avec ses enfants. C'est ce qui est arrivé notamment à la première femme de Bertrand Cantat. Peut-être que vous avez vu le récent documentaire sur l'histoire de Christina Radi et Marie Trintignant. En 2023, en fait, je racontais ça. Et j'ai également interviewé l'avocate qui a fait reconnaître le suicide forcé comme un féminicide, Maître Yael Mellul, et qui se bat depuis l'affaire Christina Radi. Des suicides forcés, on en dénombre à peu près 275-280 par an. Et encore, quand il y a une enquête. À chaque fois que j'interroge des légistes, évidemment qu'ils ne font pas d'enquête systématique chaque fois qu'une femme se suicide. C'est vraiment quand il y a déjà eu des dépôts de plainte avant et qu'il y a une communication entre les services. Donc c'est assez rare. Ce qui fait que, déjà rien qu'en ajoutant les suicides forcés, on est à une femme et demie qui meurt chaque jour en France. Ça ne prend pas non plus en compte, puisque le chiffre n'existe pas officiellement, l'impact des violences au quotidien sur la santé des victimes. C'est-à-dire qu'il y a chaque année en France à peu près 270 000 dépôts de plainte pour violence. 87% sont des femmes qui portent plainte contre leur mari. Ça veut dire qu'il y a effectivement des maris qui portent plainte contre leurs femmes. Et j'aime assez mettre un peu de nuance dans ces chiffres parce qu'il est vrai que les violences conjugales concernent essentiellement les femmes en tant que victimes, mais il y a aussi des hommes victimes de femmes et des hommes victimes d'hommes. Et s'il est déjà difficile pour une femme de porter plainte contre son mari ou son compagnon, pour un homme, c'est extrêmement difficile de se rendre dans un commissariat et de porter plainte pour violence contre sa femme, et absolument, quasi impossible de porter plainte contre son mari, si tant est qu'on sort de Paris et qu'on est stigmatisé à peine arrivé dans une gendarmerie ou un commissariat. Donc voilà, ça n'inverserait pas la tendance de manière catégorique, mais on aurait, selon mes estimations et mes échanges avec des associations spécialisées sur le sujet comme FLAG, qui se charge de former les forces de l'ordre à l'accueil des paroles des personnes LGBT+, sur les questions de violence conjugale, ça augmenterait sûrement de 10 à 15%. Voilà. Quoi qu'il en soit, ces 270 000 victimes chaque année, femmes surtout et hommes aussi, développent
des effets secondaires des violences. Elles développent des maladies, elles développent des cancers, elles développent des fragilités cardiaques, elles développent du diabète, elles développent du cholestérol, elles développent de forts troubles psychologiques, notamment des dépressions, etc., qui, souvent, conduisent à la mort. Parce que chaque fois qu'on interroge un oncologue, un cardiologue, un endocrinologue, enfin tous les OG qui distinguent des maladies qui font mourir, ils vous disent qu'être soumis à un très fort stress qui est considéré comme anormal, ça déclenche ou ça accélère le développement de maladies mortelles. Sauf qu'il n'y a aucune étude officielle qui mesure ça. Et c'est ce qui explique qu'entre les 270 000 plaintes annuelles, où l'on estime encore une fois que c'est moins d'une victime sur 4 qui ose porter plainte, donc on est plutôt autour de 1,2 million, et des 4 millions d'enfants concernés par ces violences, je ne parle pas d'enfants directement victimes de violences, mais co-victimes des violences auxquelles ils assistent et qui les impactent, on tourne autour de quasiment finalement 5,5 millions. Et le chiffre officiel, c'est 125. Donc déjà, on a un problème de base en termes de visibilisation de l'ampleur de ce phénomène. En gros, c'est près d'une femme sur 5 en France qui sera concernée au cours de sa vie par une relation toxique et donc dangereuse. C'est absolument dans tous les milieux, partout, dans toutes les cultures, toutes les religions, toutes les catégories socio-professionnelles. C'est ici, c'est parmi vos amis, dans les écoles de vos enfants. C'est 1 enfant sur 10 dans chaque classe. Donc, on ne parle pas d'un épiphénomène, on ne parle pas de quelque chose auquel il faut s'intéresser parce que c'est la mode. On parle de quelque chose qui a forcément des gens ici qui savent de quoi je parle. Les violences, on met du temps aussi à se rendre compte qu'on en est victime ou qu'elles existent parce que, comme moi, pendant 10 ans, on a souvent des mauvaises représentations. C'est-à-dire que régulièrement, moi j'ai des victimes qui nous contactent, qui subissent un harcèlement terrible, des humiliations horribles, une pression psychologique qui peut rendre malade, des violences sexuelles, des violences matérielles, des violences économiques, mais qui me disent « non mais moi, il ne me frappe pas, donc je ne me sens pas vraiment légitime ». Sauf que ce que m'a appris ce livre, c'est que dans 60% des cas de féminicide, donc une grande majorité, la mort est arrivée au premier coup. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu de violence physique avant le jour de la mort. Mais que dans 100% des cas, ou 99,9% des cas, il y avait déjà d'autres formes de violence. En général, ça commence par des violences économiques. Et puis petit à petit, des violences psychologiques, etc., que je vais vous détailler. Mais en gros, si on attend de saigner ou d'avoir un hématome ou une fracture avant de considérer que ce que l'on vit, ce sont des violences conjugales, on se met en danger, on met nos enfants en danger, et en danger, on l'est, ça c'est sûr. C'est quoi donc les violences ? Comme je vous le disais, ça commence en général par des violences économiques. Les violences économiques, c'est pas... Alors bien sûr que ça peut être la confiscation d'un salaire, que ça peut être le fait de ne pas pouvoir prendre ses décisions professionnelles ou décider des achats que l'on va faire sans avoir un accord. Il faut savoir que c'est rarement, quand je parle d'accord, c'est rare qu'une personne maltraitante affiche sur la porte d'entrée les tables de la loi de la maison. C'est pas aussi simple, il n'y a pas un règlement intérieur qu'on doit signer. Bon, moi j'avais eu ça à un moment donné, mais c'est pas tout le monde. En revanche, on est tellement traumatisé par la dispute d'avant, ou la première dispute, la fois où on a fait ce qu'on a voulu de notre argent, qu'on se dit que pour éviter la dispute, on ne va pas refaire la même bêtise.
Et c'est comme ça que commence le conditionnement. Mais les violences économiques, en réalité, c'est pas que ça. C'est qui porte l'intégralité de la pression économique de la famille. En fait, à qui ça coûte, qui ça paupérise le fait d'entretenir le foyer, qui fait les réservations, qui avance les frais pour les vacances, la cantine, etc., etc. Et en fait, si vous êtes plus pauvre ou plus dépendant à l'issue de cette relation, c'est qu'il y a et qu'il y a eu des violences économiques. Les violences administratives, quand vous n'avez pas à portée de main tous vos papiers, votre nom sur les achats de la maison, sur les actes de possession, sur la voiture, etc., etc. Et ça peut partir d'une apparente bonne intention. Je vais mettre tous les papiers dans le coffre, comme ça, on ne peut pas nous les voler. Mais ce n'est pas vous qui avez la clé. Et donc, en fait, vous n'avez pas accès à votre indépendance administrative. C'est-à-dire qu'il faut la demander. Alors, pris isolément dans un couple où tout va bien, c'est pas très grave. Mais quand ça commence à s'ajouter au reste, très vite, vous vous sentez enfermé. Il y a ensuite les violences. Bon, les violences physiques, c'est assez évident. Et finalement, elles marquent moins que les autres parce que ça se voit. Enfin, je veux dire, on n'a plus de doute sur ce qu'on vit quand on a la main dans le plâtre. Ou autre chose. Les violences sexuelles. Et les violences sexuelles, alors, évidemment, le viol conjugal, qui correspond à 82% des viols en France. Hein. C'est-à-dire qu'on continue tous d'avoir en tête les films comme Irréversible, où des femmes se font violer dans des rues sombres ou des couloirs obscurs. C'est pas du tout la majorité de la situation des viols et des agressions sexuelles. Dans l'immense majorité des cas, plus de 80%, c'est soit le compagnon, l'ex-compagnon ou une personne que l'on connaît. Et c'est là-dessus que ça se joue, parce que on ne sait jamais où est la limite, quand déjà on ne s'estime pas beaucoup. Donc c'est compliqué. Mais les violences sexuelles, c'est aussi tout ce que l'on va consentir à faire, c'est-à-dire un rapport ou des pratiques, pour ne pas qu'on nous reproche de ne pas le faire, pour éviter la dispute. Et pourquoi c'est grave ? Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est du grignotage de l'estime de soi. Et j'en arrive donc aux autres violences, qui sont les violences, par exemple, matérielles. Celles-là, quand on les vit, on ne pense jamais que c'est de la violence. Par exemple, quand quelqu'un va tout casser autour de vous, mais pas vous toucher vous. Moi, le père de ma fille, pendant des années, il me plaquait contre le mur, il frappait à côté de ma tête et il faisait des trous comme ça. Ce qui fait qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, je voyais des trous dans les murs. Donc, je mettais beaucoup de tableaux chez moi. Sauf que je ne me considérais pas victime puisque je n'avais pas de traces. Il ne m'avait pas frappé moi, il avait cassé une chaise, alors que j'avais dû repayer parce que c'était de ma faute, je l'avais énervé. J'avais dû reboucher les murs, mais c'était de ma faute, je l'avais énervé, je n'avais pas obéi. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on se dit, la prochaine fois, ce sera peut-être ma tête. La prochaine fois, ce sera peut-être moi. Et on culpabilise de penser ça parce qu'on lui prête une intention qu'il n'a pas. Sauf que chaque fois qu'on rentre chez soi, il y a ces signaux qui vous rappellent qu'il y a une menace et qui entretiennent cette fameuse peur qui vous conditionne. Ça peut se produire aussi avec des animaux de compagnie. Il y a beaucoup de gens qui, plutôt que de vous frapper vous, vont frapper votre chien ou vont vous empêcher de lui donner à manger ou vont vous l'enfermer ou tout simplement l'abandonner. On parle beaucoup des maîtres qui abandonnent leurs animaux. On ne pense jamais que parfois il y a un lien avec des violences, alors que ça arrive très, très souvent. Et enfin, les violences psychologiques. Ça va être tout ce qu'une personne va mettre en place pour que, à terme, ce ne soit plus votre rationalité, votre raisonnement qui vous gouverne,
mais la peur de provoquer la dispute. Et finalement, la violence dans un couple, c'est ça. C'est quand il n'y a plus d'échange possible, quand par peur de la dispute, de vous voir reprocher quelque chose, vous finissez par vous censurer, vous limiter et finalement ne plus être vous-même. C'est ça. En fait, se disputer dans un couple, c'est normal, il n'y a pas de problème. Parfois, il y en a un qui va travailler, qui va se mettre d'accord avec l'autre pour dire, bon, bah là, pendant 2 ans, tu montes ta boîte, alors c'est moi qui prends les frais du foyer, etc. Il n'y a pas de problème, en fait, tant qu'il n'y a pas de peur. Tant que vous ne faites pas ça, par peur qu'on vous reproche de ne pas le faire et tout ce que ça engendre. La violence, ça commence quand on pense ne pas avoir de possibilité de réponse. Et généralement, ce qui fait qu'on reste, c'est lié à tout ça. Parce que la question, mais pourquoi elle ne porte pas plainte? Pourquoi tu es resté? Pourquoi tu as fait un enfant avec un homme violent? Celle-là, je l'ai à peu près toutes les semaines. Eh bien, c'est ne pas comprendre que les violences, elles s'immiscent toujours dans ce qu'on appelle les failles narcissiques, c'est-à-dire les problèmes d'estime de soi. En gros, n'importe qui, dans n'importe quel milieu, à n'importe quel âge, peut être victime de violences, mais pas dans n'importe quel état. Il faut déjà être fragilisé, il faut déjà penser qu'on ne vaut pas grand-chose et qu'on a besoin de trouver dans le regard de l'autre l'estime qui nous manque. Et donc, se mettre en situation de dépendance. Et en général, les victimes de violences conjugales n'ont jamais l'impression de partir ou de quitter une personne violente. Elles me disent toutes qu'elles l'abandonnent. Parce que si on se trompe sur les représentations des victimes, on se trompe aussi beaucoup sur les représentations des personnes maltraitantes. On ne devient pas maltraitant comme ça. Ce n'est pas des personnes à part qui fomentent depuis leur enfance un plan sadique pour aller faire du mal. En général, ce sont des personnes qui sont le résultat d'une histoire de maltraitance. En tout cas, moi, je n'ai pas connu d'autres cas de figure. Et ce n'est absolument pas une excuse. On n'est pas responsable d'avoir des troubles et d'exprimer à travers la violence ses frustrations. On est responsable de ne pas se soigner, de ne pas écouter les personnes qui vous montrent que votre comportement il est dysfonctionnel et qui fait peur et qui fait mal. Mais c'est très important de comprendre ça parce que les victimes considèrent qu'elles sont absolument essentielles à la personne qui les maltraite. Que si elles partent, elles vont tuer cette personne qui finira par se suicider, qui est incapable de vivre sans elle. Et donc, c'est un cercle vicieux, infernal. Parce qu'on se dit, et ça conditionne une forme de légitimité à vivre, qu'on est essentiel. Et puis surtout, on voit dans cette personne l'enfant qui continue de souffrir et pas l'adulte dysfonctionnel. Je vais vous donner un exemple. Moi, le père de ma fille, il devenait fou si je nettoyais pas correctement le couvercle de la poubelle en inox. Il ne fallait pas qu'il y ait de traces. Et il fallait absolument que la poubelle soit en inox, puisqu'il fallait qu'on puisse voir s'il y avait des traces. Il fallait que tout soit nickel. Donc ça lui était déjà arrivé de me tirer par les cheveux en pleine nuit pour que j'aille astiquer soit le fond de l'évier, soit le couvercle de la poubelle, soit les rainures du lave-vaisselle, parce qu'il fallait que tout soit nickel, nickel. Sauf que lui, il avait été élevé par une maman qui, lorsqu'elle ne le considérait pas assez propre, le lavait par exemple les pieds, les jambes à l'eau de Javel. Parce qu'il fallait être nickel, nickel. Il n'avait pas le droit d'entrer dans certaines pièces et d'une manière générale dans tout l'appartement avec des chaussures. En fait, il avait été maltraité, abandonné. Il avait été, comme il n'obéissait pas suffisamment à ces règles-là, il avait été envoyé dans une pension militaire à l'étranger et que sa famille n'est jamais venue le voir pendant 6 ans. Donc finalement, je retrouvais dans son passé
Ce que j'ai retrouvé partout, à chaque fois que je me suis déplacée en prison pour échanger avec des récidivistes, et ce que me racontent les victimes que j'accueille dans mon association, qui sont que finalement, c'est un peu toujours les mêmes schémas chez les personnes maltraitantes. Elles ont été abandonnées par un ou deux parents. Elles ont été humiliées ou maltraitées, enfants. Elles ont été abusées. Parfois, l'une de ces 4 options, parfois les 4. Et encore une fois, c'est ce qui fait qu'on reste. Mais ce n'est pas une justification. Et tout l'enjeu est de faire comprendre à une victime qu'en réalité, elle n'a pas de choix à faire entre être pour lui ou elle ou contre lui, mais qu'elle doit se sauver elle-même. Et en l'occurrence, protéger ses enfants s'il y en a. Et je ne dis pas ça de manière anodine, puisque 82% des plaignantes sont des mamans. Qu'en général, les violences commencent ou s'intensifient à l'arrivée d'un enfant. Et ce qui me permet de faire le lien avec la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui dans une entreprise. Parce qu'en fait, les victimes et les personnes maltraitantes sont parmi vous. Que vous êtes dans un groupe où il y a beaucoup de monde, et donc statistiquement, il y a la même proportion que ce que je viens de vous dire. Comment on fait donc ? Et pourquoi je suis sûre surtout qu'elles sont là ? Parce que 62% des plaignantes sont salariées. Quand on isole de cette statistique celles qui sont encore étudiantes et celles qui sont retraitées, on se rend compte que 70 à 75% des plaignantes sont dans l'entreprise où elles passent les 2/3 de leur temps et où, en général, elles ne sont pas dans le même bureau que la personne qui les maltraite, c'est-à-dire que leur compagnon, ex-compagnon ou compagne. Et donc, c'est un endroit essentiel pour tendre une main, observer et détecter des signaux forts ou des signaux faibles et envisager à hauteur d'entreprise comment faire pour faire partie de la solution. Et ce n'est pas uniquement de la bienveillance en réalité, parce que c'est un enjeu pour l'entreprise. C'est un enjeu de RSE, donc de responsabilité sociétale. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on mesure uniquement les absences ponctuelles et les frais de licenciement, les violences conjugales coûtent 2% du PIB des entreprises, c'est-à-dire plus de 50 milliards en Europe. Et c'est pas rien. Et je ne parle même pas du développement d'affections de longue durée. Je ne parle pas non plus des problèmes d'impact sur les collègues et les managers, parce que lorsque vous comprenez que votre copine, collègue, ou que votre copain, collègue, vit ce genre de choses, vous allez avoir tendance à le couvrir ou la couvrir, à trouver des excuses quand il y a des retards, à faire vous-même la présentation qu'il faut rendre à sa place, etc. Sauf que ça, sur le long terme, ce n'est pas tenable. Compenser le travail d'un autre quand on en a déjà suffisamment, ce n'est pas tenable. Et donc, ces personnes-là aussi, à terme, vont être en situation de burn-out et éventuellement être en arrêt ou démissionner, ce qui va engendrer un coût pour l'entreprise. Ça a un coût parce que la cohésion de l'équipe n'est pas la même. Ça a un coût parce qu'il y a des risques juridiques. Évidemment, s'il y a un féminicide ou quelqu'un qui se fait tellement tabasser qu'elle en devient paraplégique ou autre, l'entreprise ne va pas être mise en cause pour le féminicide. En revanche, si l'enquête démontre que les violences duraient depuis longtemps, qu'il y avait eu des signaux faibles, voire des signaux forts, vous pouvez être convoqué et accusé de non-assistance à personne en danger. Et si l'entreprise n'a rien mis en place, ça fait effet boule de neige. Et sans même en arriver à la conclusion terrible d'être reconnu coupable de non-assistance à personne en danger, en fait, si on se place du point de vue humain, la police qui vous appelle pour vous demander des comptes et vous demander pourquoi vous n'avez rien fait pour votre collègue qui est morte ou qui à vie sera impactée, ça suffit
pour être traumatisé, en fait. Et je vous dis ça en connaissance de cause. Moi, quand j'ai fait ce livre, par exemple, j'ai interrogé l'ancien directeur de l'école normale de la magistrature, dont une de ses élèves, une grande avocate, qui avait décidé de devenir magistrate et de reprendre ses études, a été tuée dans sa voiture sur le parking de l'école. 15 ans plus tard, ils m'en parlaient encore avec les larmes dans la voix. Que ça n'arrive pas... alors oui, on m'a raconté des cas terribles à La Réunion, dans des usines, etc. Mais ça n'arrive pas que dans des territoires éloignés et dans des usines. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps à la Société Générale, où une femme s'est fait enlever sur son lieu de travail et tuée le soir. Donc, en réalité, il y a un réel enjeu pour l'entreprise. Et toute la question est de trouver la juste place. Parce qu'évidemment, on ne va pas demander à une entreprise d'embaucher des agents de sécurité pour envoyer chez tous les collaboratrices et collaborateurs. Non. Mais l'entreprise a la possibilité d'agir selon ce qu'elle est et selon son activité. Tout à l'heure, on vous expliquait que, par exemple, il y a ici, et Valérie explicitera plus en détail ce qui vous est possible, je donne un exemple, mais la possibilité de porter plainte sur le temps de travail et le faire savoir. On a l'impression que c'est rien. Mais moi, il y a encore 5 ans, si je rapportais des fraises alors qu'on avait dit des myrtilles à la maison, j'allais pas passer 2 jours super sympas. Qu'il y a des personnes dont on connaît exactement le temps que prend le trajet du travail à la maison, du primeur à la maison. Et que si ça dépasse, c'est compliqué. Donc nécessairement, un dépôt de plainte, ça prend entre 3 et 4 heures. Vous imaginez bien qu'on n'a jamais, lorsqu'on est victime de violences comme ce que je décris, 3 à 4 heures de libre le samedi après-midi pour aller au commissariat. C'est impossible. Donc si on n'a pas finalement l'alibi d'être au travail, l'excuse d'être au travail, eh bien, en fait, on ne peut pas porter plainte. Et c'est pour ça que dans mon association, le temps de dépôt de plainte, finalement, entre la prise de conscience de ce que l'on vit et celui où on commence à se dire qu'on doit réagir, il se passe entre 7 et 10 ans. Que quand on décide de porter plainte, le temps de faire cette stratégie pour trouver ces heures-là, pour trouver un moment où surtout ça ne va pas virer en carnage, parce que évidemment que quand on porte plainte, la personne n'est pas interpellée tout de suite. Donc il faut, ça se prévoit en fait un dépôt de plainte. Ça peut prendre jusqu'à 1 an, même une fois qu'on est décidé. Donc là-dessus, l'entreprise, elle a un rôle à jouer. Et il y a plein d'autres actions possibles qui sont justement entre les mains de l'entreprise, parce que l'entreprise est dans le quotidien temporel, juridique, économique et administratif des victimes. Et l'État peut faire tout ce qu'il peut. Il pourrait faire beaucoup mieux, on est d'accord, mais quand bien même la meilleure campagne de la Terre de prévention pour faire prendre conscience de ce qui se passe, si c'est une affiche dans le hall d'un commissariat où les victimes ne vont pas, si c'est un super prospectus dans les locaux d'une association où les victimes ne vont pas, si c'est un super spot de télévision qui passe à 20h alors que vous êtes assis à côté de la personne maltraitante et que ça va déboucher sur une dispute, en fait, ça ne sert à rien. Parce que pour être réceptif à de la prévention et à l'élaboration d'un plan de départ, il faut du temps de cerveau disponible et il faut se sentir en sécurité. Et donc, là aussi, l'entreprise, elle est essentielle. Parce que justement, les victimes ont le temps. Parce que dans l'entreprise, elles ont la possibilité de se sentir dans un lieu refuge. Et elles ont des personnes éventuellement à qui s'adresser pour les aider. Lorsque j'ai fait le documentaire Vivante, j'ai eu la chance de faire un entretien avec Boris Cyrulnik, que peut-être certains connaissent, qui est un grand neuropsychiatre et chercheur qui a formulé la théorie et la médiatisation du terme de résilience. Voilà. Et il expliquait
que pour fuir un foyer violent, il faut 3 choses, 3 piliers. Un projet. Ça peut être de partir vivre au bord de la mer ou de changer de job. Ça peut être de changer de ville. Ça peut être un projet. Il faut un environnement qui soutient. Et ça peut être des collègues. Parce que les victimes, lorsqu'on regarde les études, considèrent qu'elles ne peuvent parler à personne, sauf pour la moitié d'entre elles, à un collègue ou une collègue. Parce que justement, il y a une présence et à la fois une distance. On peut être amis quand on est collègue, mais on n'est pas vraiment dans l'intimité. C'est cet entre-deux qui facilite la parole et la proximité. Et enfin, il faut un modèle, c'est-à-dire des personnes qui vont montrer que c'est possible. Et là aussi, vous avez la possibilité de véhiculer, de faire savoir ce qui a été fait, de montrer des best cases et des personnes qui inspirent. Et donc, vous êtes essentiel dans cette problématique qui, à terme, représente un enjeu économique. Parce que je peux vous garantir qu'une personne que vous allez aider, dont vous allez aider les enfants à se rendre compte qu'autre chose est possible, elle n'est pas prête d'arrêter de bosser, de bien bosser, pour vous montrer qu'elle vous est reconnaissante, qu'elle vous en est reconnaissante. Voilà, donc je voudrais juste terminer par dire que je sais qu'il y a dans cette salle des personnes qui savent de quoi je parle, parce que j'ai reçu des petits messages avant. Et s'il y en a d'autres, mon association, elle est là pour vous écouter et éventuellement vous conseiller. Et on a eu l'occasion d'échanger avec Valérie et avec plusieurs autres personnes des équipes RH. Je sais que ça leur tient à cœur de vous faire savoir que beaucoup de choses sont prévues, mais que si vous avez trop peur de venir directement leur parler, vous pouvez aussi passer par nous et on se chargera de faire l'intermédiaire. Voilà, donc si tu veux venir, Valérie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est difficile d'intervenir après le témoignage émouvant de Sarah. Merci beaucoup. Le service social, donc je représente le service social de l'établissement public qui est basé sur Paris, Bordeaux et Angers, qui est composé donc de 7 assistantes de service social donc réparties sur ces trois pôles, et une gestionnaire administrative, et qui interviennent, alors je le dis pour les collaborateurs de l'EP, qui interviennent également pour les DR, c'est-à-dire les DR autant en métropole qu'en Outre-mer, c'est important. Nous travaillons également par Teams, donc le présentiel n'est pas un obstacle. Le service social intervient donc, est un acteur clé dans le cadre du repérage et de la prise en charge des victimes, puisqu'on intervient à la fois pour l'entourage professionnel, mais également pour les victimes, et également parce que nous sommes le seul acteur interne à intervenir dans la sphère personnelle et dans la sphère professionnelle, et également dans le cadre du respect du secret professionnel. C'est-à-dire que c'est une garantie absolue. Aucune information ne sera divulguée à qui que ce soit sans l'accord de la victime qui est venue se confier. Au niveau des différentes étapes, puisqu'il y a différentes étapes, donc il y a déjà une étape de repérage et une étape d'accueil. Donc le repérage se fait, il s'agit de mesurer par rapport à l'anxiété de la victime, par rapport à, ça peut être des blessures, ça peut être également un isolement. L'isolement est très important au niveau des indices de repérage. Et ensuite, par rapport à ce repérage, il y a la phase d'accueil. L'accueil est important, c'est un accueil qui est matérialisé par un entretien confidentiel, donc en présentiel ou sur Teams, ou même téléphonique si la victime est en espace partagé et ne peut pas communiquer sur Teams. Au cours de cet accueil donc matérialisé par un entretien confidentiel, l'assistante sociale donc présente les différents dispositifs qui peuvent être mis en place pour accompagner et soutenir la victime dans les difficultés, mais également expliciter ce que Sarah vous a très justement explicité, c'est-à-dire tout ce phénomène d'isolement et toutes ces conséquences qui sont liées à la violence. Il y a vraiment un vrai sentiment de peur, d'isolement, qui génère justement, qui est un vrai frein à la victime pour se prendre en charge, même si là je ne trouve pas d'autres termes, mais c'est un peu ça, se prendre en charge dans la résolution de sa problématique.
Ensuite, il y a cette étape d'évaluation, savoir justement s'il y a urgence, donc s'il y a des enfants à charge qui sont en danger, s'il y a des blessures, hein, donc encore une fois, de violence physique, s'il y a une rupture dans l'hébergement, savoir s'il y a besoin d'intervenir au plus vite et quelle est la décision, encore une fois, de la victime. Ensuite intervient donc le travail d'accompagnement. Donc ce travail d'accompagnement se décompose sur plusieurs volets. Déjà le volet judiciaire, donc faire un dépôt de plainte, accompagner la victime sur un dépôt de plainte. Ça peut être orienté auprès d'un avocat, ça peut être tout type de démarche à ce niveau-là. Les démarches administratives, ça peut être aller faire des démarches auprès de la CAF, auprès de l'école des enfants, des démarches matérielles, où là, il y a un axe qui est vraiment très important pour nous, qui est l'accompagnement par rapport au logement. Il faut savoir que une victime de violence conjugale est prioritaire pour l'attribution d'un logement. Alors, à l'établissement public, hein, puisque nous avons un partenariat très étroit avec le service logement de la mission sociale groupe, mais également en général au niveau des politiques publiques, que ce soit à la préfecture de Paris ou même au niveau national. C'est vraiment un enjeu qui est pris en charge, c'est-à-dire que la victime se voit attribuer prioritairement un relogement lorsque, bien évidemment, la décision aura été prise. Et le dernier volet, Sarah l'a évoqué de façon pertinente, qui est que justement la victime a besoin de temps. Le temps, elle ne peut pas le prendre lorsqu'elle est chez elle, puisque de fait, elle est sous emprise physique ou psychologique. Et donc, il s'agit pour le service social, donc pour les assistantes sociales, de faire le relais, de mettre en place un plan d'aménagement en fait, du temps de travail, de l'organisation du travail avec les services de ressources humaines, pour permettre justement donc à la victime d'adapter, de pouvoir aller déposer plainte, de pouvoir faire tout le travail des démarches dans le bureau de l'assistante sociale ou par Teams pour qu'elle puisse justement avancer dans ce projet de départ. Cet accompagnement n'est pas linéaire, hein, puisqu'effectivement, il y a tout un délai parfois entre le premier rendez-vous et la prise, vraiment le début de l'accompagnement. Et la difficulté, ce que je retiendrai et ce que je souhaite mettre en avant par rapport à ça, c'est qu'on n'a jamais de trop pour accompagner ces victimes et qu'il ne faut surtout pas que l'entourage professionnel se décourage. Ça peut être au bout de 10 fois, au bout de 15 conseils, que la victime va décider de mettre en place l'accompagnement. Et c'est là, en fait, que tout pourra s'actionner, pourra s'activer. Donc, autant les associations qui font un très gros travail que les partenaires internes. Donc, ça peut être les services RH, ça peut être la médecine du travail, donc bien évidemment les assistantes sociales. Mais c'est vraiment un travail de prise en charge de façon complémentaire de la part de tous ces acteurs. Et surtout, pas se décourager parce qu'effectivement, ça prend du temps. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Valérie. On va passer au temps de questions et réponses s'il y en a dans le public ou à distance également, puisqu'il nous reste quelques minutes. Si cela suscite des interrogations ou l'envie d'en savoir plus sur un sujet en particulier, n'hésitez pas. On les prend. Oui. Ah, j'ai plus de voix. J'avais une question sur que font les autres pays européens. Est-ce qu'il y en a qui sont plus en avance que nous, puisque notre sujet c'est l'entreprise, pour justement pouvoir être le safe place et pouvoir permettre aux victimes de sortir de cette situation? Alors, les entreprises en elles-mêmes, il n'y a pas tellement... c'est plutôt au niveau juridique, étatique, où il y a des écarts, notamment avec l'Espagne, qui a mis en place un suivi où toutes les entités ont les informations. C'est-à-dire que si la personne maltraitante a déjà été arrêtée pour des délits voilà, qu'elle a volés, qu'elle a braqués, etc., le juge aux affaires familiales va être au courant, mais également les médecins, etc. Donc il y a une communication entre toutes les interfaces finalement chargées d'assurer la sécurité et de tirer de tirer la sonnette d'alarme en fait s'il y a besoin. Ça, on l'a pas en France. Il y a très très peu de communication entre les différentes juridictions, quasiment pas avec la police. Enfin, c'est là que c'est très compliqué. Maintenant, au niveau des entreprises, non, il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, mon label n'existe pas ailleurs. Voilà, en gros.
En tout cas, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler à des DRH, par exemple, sur une partie de l'Europe ou des DRH monde, etc., à chaque fois, ils découvrent en fait cette possibilité de rationaliser le rôle des entreprises à un niveau RSE sur ces questions. Et surtout, la problématique, c'est que jusqu'ici, les questions du care, puisque c'est de ça dont il s'agit, elles étaient traitées un peu en silo. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté toute la question des aidants, d'un côté toute la question des maladies, le handicap, maintenant les violences, alors qu'en fait, les violences intrafamiliales et conjugales, elles sont transversales. C'est-à-dire que 85% des personnes porteuses de handicap vont subir ces formes de violence, que les personnes victimes de violence, comme je vous le disais au départ, elles vont développer des maladies ou leurs enfants vont développer des maladies ou des troubles. Donc nécessairement, si je prends mon cas personnel, moi, une des raisons qui a fait que j'ai accéléré mon plan de départ, c'est que j'ai senti une boule au sein et que j'avais l'impression que j'allais être exaucée de toutes mes prières de mourir. Donc je suis rentrée dans un protocole de surveillance, que ma fille a développé des troubles du comportement, que, en fait, je pense qu'une personne qui ne va pas aller se déclarer victime de violences intrafamiliales auprès de ses services RH va pourtant solliciter des aides qui sont dans d'autres silos. Donc, je trouve ça extrêmement dommage de se dire « Ah non, nous, cette année, on est sur le handicap » ou « Non, on est sur les aidants ». Alors qu'en fait, c'est le même sujet, c'est les fragilités. Voilà, pardon. Merci beaucoup. Une question dans la salle et une autre à distance. Bonjour. Bonjour. Vous évoquiez tout à l'heure pour certaines personnes la possibilité d'aller déposer plainte et la qualité d'écoute en fait en gendarmerie ou en commissariat. Est-ce que vous pensez que les choses ont évolué ces dernières années sur ce sujet-là? Ou parce que moi quand j'étais étudiante, on disait c'est pas la peine, on va dire tu avais une jupe trop courte ou un truc comme ça. Là, est-ce que ça a changé? Oui, ça a énormément changé. Après, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des contre-exemples, évidemment qu'il y en a, mais la grande avancée, c'est que depuis 2 ans, on peut aller porter plainte de manière accompagnée. C'est-à-dire qu'on a le droit d'aller avec son avocat, et d'ailleurs, moi, c'est ce que je recommande assez systématiquement, d'avoir une personne qui n'est pas dans le brouillard des violences pour vous accompagner, et qui a la présence d'esprit de dire, ça faut le dire comme ça, de relire la plainte. Parce que la problématique, ce n'est pas toujours l'accueil des forces de l'ordre, c'est aussi leur capacité à synthétiser ce que vous leur racontez, à noter correctement. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui sont allés déjà porter plainte, mais au bout de 3 heures à raconter votre vie, à vous sentir jugé, en plus quand vous ne savez pas encore comment vous situer, vous n'avez plus le recul de relire quand on vous fait signer à la fin le dépôt de plainte. Donc c'est très important d'y aller accompagné d'une personne qui est habituée et qui va pouvoir vous défendre. Que ce soit une personne du monde associatif, de l'entreprise ou votre avocate si vous en avez déjà un. Mais en gros, pour résumer, quand vous venez de fuir des violences, en tout cas ce qui a été mon cas, en général, si vous êtes marié, vous ne voulez plus vraiment porter le nom de votre mari ou de votre femme. Vous venez de partir, donc vous ne savez plus vraiment où vous habitez. Les 2 premières questions qu'on vous pose, c'est quel est votre nom et quelle est votre adresse. Donc, c'est normal qu'on vous pose ces questions. Mais ce qui se passe dans la tête de la victime, c'est qu'elle se sent nulle dès les 2 premières questions évidentes. Donc, 3 heures comme ça, c'est compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Et une dernière question. Vous avez d'ores et déjà énormément de merci dans le chat, qui concerne plutôt la loi et donc le contrôle coercitif, pour savoir s'il y a des évolutions, des améliorations dans ce domaine. Et ce sera la dernière question. Alors, j'ai fait partie des personnes interrogées au Sénat et par les députés pour la loi l'année dernière de la ministre Aurore Bergé qui reconnaissait en termes juridiques le contrôle coercitif. Donc, les articles avaient été sortis du projet de loi à la demande des députés. Bon, il y a 2-3 petites têtes de mule
en gros, moi qui ai écrit aux 577 députés 2 jours avant en les harcelant, et puis les articles ont été réintégrés. C'est passé, sauf qu'aujourd'hui, Aurore Berger n'est plus ministre et qu'a priori, son successeur ou sa successeur se fera une grande joie de tout recommencer. Et donc, on repart à zéro. L'instabilité ministérielle est une réelle difficulté en ce moment. C'est-à-dire que travailler avec des ministres, quand ils restent en place 6 mois, ça devient compliqué parce qu'on met en moyenne 4 mois à avoir rendez-vous. Ça prend 3 rendez-vous pour se présenter et passer dans le dur du travail, et puis hop, c'est fini. Donc, c'est compliqué, et c'est surtout pour ça que les entreprises ont un rôle. Parce que vous êtes beaucoup plus robuste et à la fois agile que de faire évoluer des prises de conscience, des lois et des solutions avec des ministères qui changent tous les 6 mois, c'est impossible. Alors que les interlocuteurs qu'on a dans les entreprises et qui peuvent mettre en place des solutions à travers leur domaine d'activité, ça ne bouge pas. Je ne sais pas si vous avez vu l'année dernière la campagne d'AXA. 3 mots. Bon, ben ça, j'ai travaillé avec Publicis et AXA pour qu'on y parvienne, mais ça change complètement la donne en fait. Quand on sait qu'il y a moins de 1 hébergement pour 10 victimes de violences disponibles en France, si une compagnie d'assurance dit, bah voilà, moi en tout cas pour mes clients, en cas de dépôt de plainte, je reconnais que les violences conjugales sont finalement un risque sociétal aussi important que des incendies ou des inondations, et donc je propose un hébergement d'urgence, ça change tout. Et AXA n'est pas prêt enfin, je veux dire, il n'y aura pas de nouveau ministère. En tout cas, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes interlocuteurs. Et des solutions bancaires, on en a besoin, des solutions d'assurance, on en a besoin. Et ça change absolument tout parce que vous êtes en place, vous avez les moyens et vous avez de la visibilité, ce que l'État aujourd'hui n'a plus. Voilà, c'était un appel. L'heure arrive à sa fin. Écoutez, de la part de tous les membres du réseau Alter Égal, toutes les personnes qui se sont connectées, toutes les personnes qui sont dans la salle. Sarah, merci pour votre courage, pour votre transparence, pour votre témoignage qui nous en a dit beaucoup sur la réalité des situations. Merci Valérie pour cette mission d'accompagnement que vous êtes venue aussi nous présenter. Et puis, je réponds à la question dans le chat à propos du replay. Donc, il sera disponible le 25 novembre lors de la Journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En attendant, comme on le disait durant l'introduction, le lien vers le documentaire que vous avez réalisé avec Canal+, Vivante, sera disponible sur le site Alter Égal et permettra en fait d'en savoir toujours davantage sur ce sujet jusqu'au replay. Je précise aussi que j'ai laissé quelques stickers que vous avez mis à l'entrée qui contiennent un QR code qui conduit vers le test que j'ai créé « Suis-je victime de violence ?» C'est un texte qui fonctionne très bien. Il fonctionne tellement bien qu'il a reçu le soutien de l'Ordre des médecins, ce qui n'est pas rien, et qui a déjà dépassé plus de 42 000 scans depuis qu'on l'a créé. Donc c'est important et ça fonctionne. Voilà. Merci aussi à la direction des ressources humaines avec qui nous avons organisé cet événement et à Louis Lalanne, Meet My Mentor, qui nous accompagne dans toutes les conférences du réseau Alter Égal. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à toutes et à tous. Merci.